et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'Alice de l'autre côté du miroir. La suite, tant en roman qu'en film maintenant, de Alice au Pays des Merveilles, réalisé il y a ça quelques années par Tim Burton, qui laisse sa place pour cet opus à James Bobin, où Tim Burton ne restant que producteur. Mais c'est à peu près le seul changement notable par rapport à la première version. Tout le reste du casting revient, que ce soit Mia Wasikowska dans le rôle d'Alice, que ce soit Johnny Depp dans le rôle du chevalier fou, j'allais dire, du chapelier fou, que ce soit la Reine Blanche jouée par Anna Thaouet, que ce soit la Reine Rouge, enfin la matrice du coupage de tête jouée par Helena Bonham Carter, l'épouse de Tim Burton. Si, on a un petit nouveau, et non des moindres, c'est Sacha Baron Cohen dans le rôle du temps, qui là s'incarne en une entité physique. Nous avons bien sûr la voix du regretté Alan Rickman dans le rôle de la chenille. Pour ceux qui connaissent le roman et le film précédent savent de qui je parle. Mais le reste du casting, les personnages, même ceux dont les acteurs sont moins connus, tout le monde revient, tout le monde répond présent. Bon. Et hormis les acteurs, c'est amusant de constater, enfin moi ça m'a choqué, comme j'ai dit d'entrée de jeu, Tim Burton a laissé sa place. Alors soit il a gardé vraiment un contrôle absolu sur l'opus, j'entends d'un point de vue artistique, soit ça m'a semblé troublant. Alors James Bobin, où je n'étais pas habitué à voir le connaître familier de ce genre d'univers, il reproduit l'univers burtonien avec une facilité déconcertante, visuellement, enfin du moins le Burton actuel. Donc je me suis dit, moi qui étais déçu par les productions de Burton ces dernières années, j'ai pas pu empêcher de me dire, à une époque, le style Burton, c'était vraiment une marque de fabrique, c'était, je ne vais pas dire jusqu'à dire inimitable, mais il y avait vraiment un univers propre auquel il arrivait à donner vie, et c'était vraiment son univers presque personnel, la manière dont il avait de le filmer. Et là aujourd'hui, je vois James Bobin, il sort un peu de... Bon, il sort pas de n'importe où, mais voilà, je suis là, il est nettement moins connu, nettement moins célèbre, et il me refait du Burton. Donc je me dis, soit c'est qu'il est très doué, enfin, au moins visuellement, soit la patte Burton n'est plus une patte, justement. Ce qui irait un peu dans le sens de ce que je pense du Burton actuel. Nettement moins bon. Il met les éléments de la féerie, mais il ne les centre plus dans un univers suffisamment cohérent et ça paraît bizarre à dire, mais féerique, autant qu'il le faisait jadis. À ce titre de comparaison, voyons Édouard Domat d'Argent, une de ses références, ou Sleepy Hollow. Bref, donc, pour ce qui est d'Alice de l'autre côté du miroir, j'ai bien dit que tout le monde était de nouveau de retour. Tout est de retour. Les éventuelles qualités, mais aussi les défauts. C'en est troublant. Alors, personnellement, moi, le 1, Alice au Pays des Merveilles, je sais qu'il y a eu beaucoup de succès. Pour ce genre de film, plus d'1 milliard au box-office, c'était de loin le plus gros succès de Burton. Mais je n'avais pas kiffé. Déjà parce que je trouve qu'il y a une espèce dans le rythme, une espèce de gros creux de vague à un moment du film, dans le milieu du film. Ça m'avait un peu saoulé, et déjà à ce moment-là, comme je dis, tous les éléments de la féerie étaient là, mais il manquait quelque chose, il manquait une âme. Et ce film-là, actuellement, connaît aussi un peu ce défaut. Il a un avantage, j'ai préféré quand même, c'est pas on va dire, parce que lui par contre je pense qu'il va faire un four, le numéro 2. Mais j'ai presque préféré, parce que je trouve qu'il y a les mêmes défauts, sauf il y a plus de rythme. C'est bête à dire, mais le spectacle s'emballe, au moins, on s'ennuie pas. Ça s'enchaîne, les idées visuelles sont toujours là. En plus, c'est intéressant parce qu'on connaît plus le roman Alice au Pays des Merveilles que sa suite de l'autre côté du miroir. Si bien qu'Alice au Pays des Merveilles avait une sorte de cahier des charges à remplir, alors que de l'autre côté du miroir, la suite, ce deuxième roman de Lewis Carroll était plus subjectif. Si bien que pour un réalisateur, il y a plus de marge de manœuvre et il ne s'en prive pas. Donc c'est agréable, idées visuelles, situations, décors, que ce soit l'océan du temps ou que ce soit les villages, le château,
dont le château végétal de la Reine Rouge. Tout est beau visuellement et c'est agréable. Alors pour ceux qui suivent mes vidéos, ils savent qu'il y a, même si je donne de l'importance à absolument tous les éléments d'un film, il y a toujours 2 points sur lesquels je suis toujours très sûr, pour les films à grand spectacle, j'entends toujours très accro, c'est-à-dire le scénario. Bon, alors lui c'est 90%, et j'aime bien par rapport aux effets spéciaux, parce que les effets spéciaux, ça fait depuis longtemps qu'ils sont parfaits. Quand vous exposez des immeubles, ça fait depuis longtemps que bon, le travail est nickel. Donc maintenant, pour moi, ce qui prouve que le film est bien fait, c'est l'inventivité visuelle. Et parfois, ça me manque terriblement dans beaucoup de films. Celui-là, il en a. Bon, l'univers s'y prête, mais ça aurait pu être un peu plan-plan, le réalisateur aurait pu pas trop se fatiguer, et en fait non, il a vraiment donné un univers très riche visuellement. Donc ça c'est bien. Maintenant, pour ce qui est des défauts, c'est ce que je disais, c'est un film vite vu, vite oublié, comme l'original. C'est-à-dire que celui-là on s'ennuie moins, mais ça n'empêche pas que je l'ai vu, et le soir, t'en penses quoi? Ouais, c'était marrant quoi. Voilà, sans plus. C'était sympa. Les acteurs continuent à faire le job. Mia Wasikowska dans le rôle d'Alice, je l'ai jamais trouvé démente, mais je n'ai pas vraiment de reproche à lui faire non plus. Elle a fait son job. Johnny Depp, alors lui c'est très drôle. Autant dans le 1, le Chapelier Fou avait un temps d'apparition assez conséquent, ce qui se met un peu en paradoxe par rapport au roman, où il est relativement important, mais pas tellement plus que les autres personnages. Alors dans ce 2-là, dans ce deuxième opus, je crois qu'il fait 12 minutes d'apparition à l'écran, à tout casser. Le réalisateur triche parce qu'il met ses apparitions, il les parsème un petit peu tout le long du film, mais en réalité, quand on fait le cumul, il n'est pas là, il lance l'histoire, l'intrigue est centrée sur lui parce que le Chapelier Fou est malade dans cette version, parce qu'il est persuadé que ses parents qu'il aurait perdus, on voit la scène plus ou moins dans le premier opus, pendant le massacre de la Reine Rouge avec son dragon, il aurait perdu toute sa famille. Et là, tout d'un coup, retrouvant un objet qui lui appartenait, et que normalement son père avait avec lui, il se dit, ils sont peut-être pas morts. Partant de ce postulat, il tombe en déprime, et Alice est rappelée au Pays des Merveilles pour trouver un moyen de ramener, d'une façon ou d'une autre, la famille du Chapelier Fou. Donc ça commence comme ça. La Reine Blanche, jouée sans aucune conviction dans ce film par Anna Thaoué. Autant dans le 1, je n'ai pas trouvé que c'était le rôle effectivement transcendant, mais alors dans celui-là, c'est exagéré, on a l'impression qu'elle n'est pas là. Alors elle, dans le genre, quand je disais qu'ils font le job, j'ai envie de faire une petite exception pour elle. C'est très plat. Bref, elle donne la solution à Alice, c'est qu'il faudrait remonter le temps pour, si possible, empêcher l'événement tragique de la mort de la famille du Chapelier Fou. C'est là où elle va se rendre chez le temps, joué par Sacha Baron Cohen, et elle va lui voler le cœur de sa machine, qui l'aide à faire fonctionner son immense horloge du temps, avec lequel il tire tout son pouvoir. S'ensuit une série de péripéties, on remonte plus ou moins le temps, que ce soit... on se fixe beaucoup par rapport à l'âge du Chapelier. Un coup il est plutôt adolescent, un coup il est enfant, et il y a une sous-intrigue avec de nouveau la Reine Rouge qui est rappelée, ce qui est pour moi un tort. Ça, c'était la méchante du premier, on pouvait la remettre là, mais on recommence. Enfin, ça prouve déjà que, comme je disais, malgré l'aspect visuel qui est riche, par contre scénaristiquement là, c'est de la réédite, c'est du pompage. Le scénario n'a pas grand-chose à raconter. C'en est vraiment. C'est ça aussi pourquoi, comme j'ai dit, c'est vite vu, vite oublié. On le regarde, c'est marrant, et puis bon, on s'aperçoit en sortant de la salle que on a passé 1h40 à pas regarder grand-chose non plus. Et donc la Reine Rouge redevient la méchante parce qu'elle veut également s'emparer de l'objet pour remonter le temps, pour rétablir ce qu'elle considère comme une injustice vis-à-vis de sa sœur. Ça aurait pu être intéressant de voir que la Reine Blanche n'était justement pas tout à fait blanche, mais voilà, c'est des enjeux scénaristiques très vite expédiés, très naïfs sur sa résolution. Donc moi, j'ai pas été très emballé. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour parce qu'il n'y a pas énormément de choses à ajouter. Pour résumer, c'est un film qui est riche visuellement,
sur lequel on ne passe pas un mauvais moment. Ça, il faut pas, ce serait faux, c'est comme dans le 1. On passe pas un mauvais moment, mais voilà, si vous comptez aller au cinéma, vous avez une carte UGC, ça va. Si vous devez payer une place, laissez tomber, attendez un peu. C'est pas la peine de dépenser de l'argent pour aller voir ce film. Je pense qu'il y a vraiment d'autres occasions à saisir que Alice de l'autre côté du miroir. Voilà, bon bah écoutez, c'est fini pour la critique principale. On va passer maintenant à la minute rétro. Et voilà, nous sommes arrivés à la minute rétro. Alors aujourd'hui, pour cette minute rétro, je ne vais pas vous parler d'un film, ni de deux, ni de trois, ni de quatre. Non, je vais vous parler de 6 films, d'un seul coup. Pourquoi 6 films? C'est parce que chacun d'entre eux font partie d'une immense saga dont chaque épisode sont absolument indissociables les uns des autres. Ce sont des films qui se suivent plus ou moins, intitulés globalement Baby Cart, Le loup à l'enfant. C'est une saga réalisée principalement par Kenji Mizumi. Il en a réalisé 4 opus sur 6, donc on peut considérer que c'est un peu le père de la saga. Ces 6 épisodes ont été réalisés quasiment à la suite entre 72 et 74 et mettent en scène en fait l'ancien bourreau du shogun, joué par Tomisaburo Wakayama. Voilà, je cherchais parce que c'est dur de se rappeler de ces noms-là. Désolé. Et cet ancien bourreau du shogun, suite à des manigances de ses adversaires, va être désavoué et normalement il aurait dû se faire, selon la coutume, harakiri pour laver son honneur et va plutôt opter pour la fuite. Parce qu'il veut affronter ses adversaires, les obliger à se découvrir et l'affronter en face à face. C'est ce qui va d'ailleurs se passer pendant 6 épisodes, où chaque fois il y a une intrigue principale liée à l'épisode, mais toujours on en revient au fil conducteur principal. Pourquoi le titre Le loup à l'enfant? Eh bien, c'est parce qu'il va partir avec son nouveau-né. Et c'est souvent ça qui va donner ce caractère assez particulier à la saga, c'est qu'il se déplace constamment avec son enfant, qu'il a fait avancer dans une espèce de landau, c'est génial parce qu'en fait ce landau il est blindé de gadgets. On dirait que c'est un mix entre le film de sabre et James Bond. Enfin, l'Aston Martin est remplacé par le landau. Enfin, c'est très drôle. Et tout ça donne un caractère très spécifique à la saga. Alors ça a commencé avec le sabre de la vengeance, l'enfant massacre, dans la terre de l'ombre, l'âme d'un père, le cœur d'un fils, le territoire des démons et le paradis blanc de l'enfer, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, c'est les 6 épisodes. Comme je l'ai dit, ils ont tous plus ou moins une continuité. Et franchement, quand j'ai vu cette saga, j'ai pensé à mon père. C'est marrant, bonjour papa. Parce qu'il m'a toujours dit, il m'a fait connaître les westerns très jeunes, et j'adore les westerns. Et lui, il a découvert sur le tard un petit peu les films de sabre, et il m'avait fait une phrase que j'avais adorée. Il m'a dit, de toute façon, ce genre de film,
C'est comme les westerns, c'est la même chose, sauf qu'on remplace les sabres par on remplace les pistolets par les sabres. J'ai trouvé cette remarque hyper pertinente, absolument géniale. Parce que c'est vrai, il suffit de voir les 7 samouraïs de Kurosawa pour s'apercevoir que c'était facile entre guillemets, à transposer en western, et ça a donné les 7 mercenaires, qui vont, excusez-moi, c'est un très bon film également. En fait, voilà, on peut déplacer ces intrigues l'une sur l'autre. Ça reste des films souvent avec un postulat simple, mais qui nous lancent dans des intrigues incroyables, plein de péripéties, avec un héros toujours un peu ombrageux, excellemment joué dans cette saga. Et face à des méchants tous plus patibulaires les uns que les autres, et ça engrange des duels incroyables. D'ailleurs, cette saga est très connue par les aficionados, entre autres par Tarantino, qui s'en est beaucoup inspiré pour son Kill Bill. Et même John Carpenter, dans Les Griffes du Mandarin, avec Kurt Russell, il y a dans, je crois, le second opus, un trio d'adversaires avec de grands chapeaux en paille comme ça, et il reprendra ce design pour ces méchants, justement, dans les Griffes du Mandarin. Donc voilà, en fait, c'est une saga un peu méconnue du grand public, mais qui a posé les bases et a inspiré un tas de réalisateurs, par son rythme, par sa qualité, par ses situations, ses personnages. Enfin vraiment, c'est une saga à connaître, c'est génial. Vraiment, je n'ai pas pu, quand je l'ai revu il y a de ça un an ou deux, je n'ai pas pu décrocher. Je me suis revoyé les 6 épisodes d'une seule traite, c'était fabuleux. Voilà, alors je vous le conseille, Baby Cart, Le Loup à l'enfant, ça doit pouvoir se trouver, vous pouvez acheter à mon avis le coffret, et franchement, vous ne regretterez pas votre achat. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. À bientôt.